Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Couverture spéciale aujourd'hui sur le 5 juillet, fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse. Aujourd'hui, je vais lire quelque chose. Habituellement, pour préparer mon édito du jour, je réfléchis au thème du jour et quand les idées commencent un peu à bouillonner en moi, je couche sur des papiers, comme ça, à tout hasard, les mots-clés qui s'imposent à mon esprit à ce moment-là. Et ce n'est qu'après cela que je peux donner corps, si je peux dire, à exprimer ce que je veux dire. Aujourd'hui, pour cette émission sur la célébration de la fête de l'indépendance, j'ai procédé de la même manière. J'ai laissé libre cours à mon stylo pour écrire ces mots qui surgissaient en moi à l'évocation de cet événement. Mais, cette fois-ci, je ne vais pas les mettre en ordre de marche. Ces mots, je vous les livre tels qu'ils sont tombés sur la feuille, tels qu'ils ont surgi dans mon imaginaire. Je ne les mets pas en ordre de marche parce qu'ils sont comme autant de drapeaux qui claquent au vent, comme autant de cris de douleur venus d'une si vieille mémoire, mais aussi comme autant de raies de lumière qui traversent les lézardes. Je vous l'ai dit, ces mots, je vous les livre comme ça. Longue nuit coloniale, peuple déraciné, dispersé, meurtri, broyé, brûlé vif, ravalé au rang de bêtes de somme sur sa propre terre. Lutte, résistance acharnée, sacrifice, fleuve de sang, shuhada, liberté, fleuve détourné, oppression, trahison, despotisme, mensonge, corruption, anarchie, incompétence, anarchie, médiocrité, mafia, clanisme, régionalisme, mouvement séparatiste, misère, harraga, harraga, harraga. Ce sont ces mots bruts que je vous demande de méditer avec moi et mes invités qui sont ici. Mais je voulais aussi vous lire une lettre qu'un grand résistant avait rédigée pour ses parents en guise d'adieu à la veille de son exécution par le colonialisme. Ahmed Zabana, dit Hamida, il a été le premier résistant à avoir été exécuté. Il avait 30 ans. Nous allons vous la lire dans un petit moment. Aujourd'hui, avec moi, donc, pour célébrer, commémorer cette date, le commandant Azdin, qu'il ne faut même pas présenter, commandant Azdin, chef de la compagnie zonale dite Commando Ali Khoja. Commandant Azdin, de son vrai nom, Zarari. Il est avec nous au téléphone. Sadr Sillam est avec nous aussi, historien. Sadr Sillam, merci d'être avec nous. Brahim Senoussi, universitaire et militant. Brahim Senoussi, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Saïd Aknin, militant. Merci, Saïd, d'être avec nous. Merci à vous. Commandant Astin, merci d'être avec nous. Merci, Khalaziz. Merci. Alors, nous allons donc commencer à parler de cette commémoration après que Brahim Senoussi nous ait lu la lettre de Hamida. Rabbi Rahmou. Je suis très content de lire cette lettre parce qu'elle va donner le ton du débat de ce soir. Elle est centrale. Alors, c'est une lettre écrite par Zabana à ses parents et qui commence ainsi. « Mes chers parents, ma chère mère, je vous écris sans savoir si cette lettre sera la dernière, et cela Dieu seul le sait. Si je subis un malheur, quel qu'il soit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car la mort pour la cause de Dieu est une vie qui n'a pas de fin, et la mort pour la patrie n'est qu'un devoir. Vous avez accompli votre devoir puisque vous avez sacrifié l'être le plus cher pour vous. Ne me pleurez pas et soyez fiers de moi. Enfin, recevez les salutations d'un fils et d'un frère qui vous a toujours aimé et que vous avez toujours aimé. Ce sont peut-être là les plus belles salutations que vous recevrez de ma part. À toi, ma mère, et à toi, mon père, ainsi qu'à Nora, le Houari, Halima, Al-Habib, Fatma, Khaira, Salah et Dinia, et à toi, mon cher frère Abdelkader, ainsi qu'à tous ceux qui partageront votre peine.
Allah est le plus grand et il est le seul à être équitable. Votre fils et frère qui vous aime de tout son cœur, Hamida. Commandant Asdin, vous avez entendu cette lettre que vient de nous lire Brahim Sunosi. Ici, les invités sont quasiment en larmes. Commandant Asdin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Vous qui avez enterré vos compagnons de vos propres mains, vous qui avez connu tant de shuhada, qui avez connu tant de combattants. Vous savez, en entendant la lettre de Sabana, pourtant je la connaissais. Hein. Mais moi, je voudrais vous parler surtout de la date, le 5 juillet 1962. Je me trouvais à Alger, la capitale du 11 décembre. Je dirigeais la zone autonome et j'ai vécu en direct ce jour-là. Tout d'abord, avant de continuer, je tiens à vous remercier de votre invitation parce que je voulais m'exprimer surtout sur cette page importante. L'histoire de notre révolution est depuis longtemps gommée et enterrée. احنا نقولوا لهنا تاريخ الثورة نتاعنا استشهدت في الاستقلال. Alors, je reviens à mon sujet, le 1er et le 5 juillet, parce que je ne peux pas dissocier le 1er juillet du 5 juillet 62. Le 1er juillet 62, c'était un dimanche, le jour du vote pour l'autodétermination. La capitale, ce jour-là, s'est réveillée très tôt, de bonne heure. Peut-être même qu'on n'a pas dormi. Toute à son attention fiévreuse du lendemain. Les Algériens, hommes et femmes, dans un silence religieux, grave et discipliné, allaient enfin sceller le serment du 1er novembre 1954. Je pensais à mes compagnons qui ne connaîtront pas la joie de ce jour. Je pensais aux rescapés des camps. Je pensais aux femmes des martyrs, aux parents des martyrs, aux orphelins. Je pensais aussi à ma famille. Khoya Saïd, Allah yarhamou, il a été enlevé le 17 en 1957, pardon. En 1957, et depuis ce jour-là, je ne sais même pas où il est enterré. Je pensais à beaucoup de monde qui ont disparu. L'histoire retiendra-t-elle dans sa mémoire leur fierté, leur sacrifice, leur audace, leur volonté, leur victoire? Je voudrais terminer avec l'histoire de cette vieille au lendemain de l'indépendance. عجوزة مسكينة شافت وليدها
راح يلعب فوق الخيل في الدشرة. quelques minutes après جاو قالوا لها اما وليدك طاح، وجبت لهم قالت لهم شي ركبتوا راح مايل. Quel bel exemple, c'est Azdin. Restez avec nous. Quel bel exemple. طاح من الخيل كي جاو قالوا لها قالت لما عرفتوا في ركبتو ركب ميل. وي سي عزدين تفضل سي عزدين. Juste pour dire. Oui. Pour à l'histoire de la vieille. ركبة ميلة من 62. Exactement, c'est ce que nous avons compris. C'est ce que nous avons compris يا سي عزدين. فهمناها. صح اخويا. ريح معنا سي عزدين ما اقعد معنا اقعد معنا. صادق. Juste une question quasiment technique et après pourquoi on célèbre la fête de l'indépendance le 5 juillet alors que en réalité c'était le 3 juillet, la proclamation? Justement, le problème s'est posé à ce moment-là. Les dirigeants, toutes tendances confondues, ne voulaient pas faire de la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie par l'ennemi la date à célébrer. De Gaulle a envoyé un message le 1er juillet, reconnaît alors que le GPRA, créé le 19 septembre 1958, avait des reconnaissances de facto de 40 États. 25 reconnaissances officielles et 15 ou même plus de reconnaissances tacites, ouverture de bureaux sans reconnaissance officielle. Oui. J'en ai discuté avec Abdelhamid Mahri, il m'a dit normalement, on devrait célébrer le 19 septembre la date de la résurrection de l'État algérien qui existait, qui a été détruit par les généraux français en 1830. Oui. Célébrer le 1er ou le 3, ça aurait été accorder une importance excessive à la seule reconnaissance par l'ennemi. La décision de l'ex-colonisateur. Oui, alors qu'on était reconnu par 40 autres États. Mais le 5 juillet, c'est aussi le 5 juillet 1830. Est-ce que ce n'est pas pour effacer la défaite de... Si vous voulez, on a un précédent, le 18 juin, dans l'histoire franco-anglaise. Les gens ont oublié que le 18 juin, c'est la date de Waterloo, c'est-à-dire une débâcle infligée par les Britanniques à Napoléon. Et le général de Gaulle, quand il a formé par les Anglais la première promotion de fusiliers marins, il l'a appelé promotion du 18 juin. Et les amiraux britanniques invités, ils ont dit « On vous félicite pour votre esprit de conciliation. Vous avez pensé à Waterloo ». Pour eux, le 18 juin était inconnu au bataillon. Donc, dans le cas de l'Algérie, le 5 juillet est assez raisonnable comme choix parce que ça fait oublier la défaite du 5 juillet 1830. Mais l'argumentation de Mahri, qui est un des fondateurs du GPRA, reste à méditer. Et il m'a dit il faudra trouver le moyen de célébrer le 19 septembre, qui est une date vraiment qui a surpris De Gaulle, parce que De Gaulle, il s'apprêtait à proposer la paix des braves pour un règlement interne du problème algérien. Il a même accepté que le FLN, les gens qui auraient déposé les armes, puissent se présenter aux élections. Or, il a eu la surprise d'avoir le GPRA qui a internationalisé pour de bon le conflit. Parce que Jean Amrouche, qui était l'émissaire confidentiel, avait négocié avec Farhat Abbas à Montreux pour lui dire « faites confiance à De Gaulle ». Et Abbas avait peur des critiques, là, au moins des 3B. Il lui a dit « il faut aller voir Mahri au Caire ». Or, Mahri a expliqué à Jean Amrouche que De Gaulle veut négocier avec nous, il est à la tête d'un État millénaire, et nous sommes des hors-la-loi, des fellagas. Pour que la négociation ait un sens, il nous faut un gouvernement. Et ça a été une mauvaise surprise pour De Gaulle que d'apprendre la création d'un gouvernement provisoire qui était à l'ordre du jour depuis le début, depuis 1955. Oui. Et la paix des braves est tombée à l'eau. Parce qu'en face, désormais, il avait réclamé une négociation avec un État. Un État. Oui. Mais cette métaphore, j'allais dire, de commandant Azdin, في ركبتو كان مايل. ركب عوجة. ركب عوجة. في الجنوب يقولوا ركب عوجة. Elle se suffit à elle-même amplement. Il n'y a même pas besoin d'en rajouter.
Et je crois que tout est dit dans cette petite phrase. C'est dit par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Patron du commando Ali Bien Khouja, la zone, Oui. la wilaya 4, reconnue par Bijar lui-même, dans une Absolument. déclaration publique, dont la bravoure et l'héroïsme ont été reconnus par Bijar. Ça explique pourquoi on en est là? Parce qu'on a... C'est compliqué, c'est-à-dire que là, c'est une phrase qui a le mérite de ramasser la situation dans une phrase courte. Et c'est très bien, les phrases courtes. Maintenant, la situation sur le plan national, elle est compliquée, elle est complexe. Le problème, je crois que le problème numéro un, c'est que nous avons quelque part refusé ou abandonné l'histoire. Nous avons abandonné Vous savez, quand un pays veut occuper un autre pays, veut occuper une peuplade, il construit la figure de l'ennemi. Et les Français, avant de venir chez nous, nous occuper, ils ont construit la figure de l'Algérien, décrit comme menteur, machin, etc. Enfin, tous les qualificatifs que vous pouvez imaginer, fainéant, paresseux, avec un poignard entre les dents. Oui, sauvage, barbare, etc., etc. Et cette image, elle reste encore aujourd'hui. Pas seulement dans l'imaginaire français, mais aussi dans l'imaginaire des Algériens. C'est-à-dire qu'on n'a pas revisité la grille qu'on nous a infligée, qu'on nous a imposée, la figure, celle que nous portons maintenant, c'est la figure qui a fait de nous notre ennemi. Et nous n'avons pas fait ce travail démentiel, mais indispensable, de reconstruire la figure de l'Algérien. C'est-à-dire de reconstruire qu'il y ait une construction algérienne de notre figure. Mais comment le pourrait-on, quand ce régime a quasiment remplacé au pied levé l'ancien oppresseur, il s'est servi de ces mêmes méthodes, de ces mêmes propagandes, il a fait même basse sur tous les rouages de l'État, les rouages sécuritaires, j'entends, jusqu'aux guichets. Quelqu'un me racontait un jour l'histoire des guichets qui sont bas. Il faut se baisser pour... Le colonisateur l'avait fait exprès pour que les administrés, les indigènes, quand ils venaient demander une pièce, ils étaient obligés de se plier en deux devant le fonctionnaire français. Et un jour, quelqu'un serait allé voir Boumedienne pour lui dire Monsieur le Président, ces guichets bas ont une histoire. Il faut les lever pour que l'Algérien arrive la tête haute et demande ses droits. Boumedienne lui a dit non, il faut les laisser comme ils sont. C'est dire. Hein, ouais. Comment le pourrait-on, Brahim Senoussi, comment pourrait-on remettre de la dignité et de l'honneur à cet Algérien dont il a été dépouillé avec de telles méthodes et une telle façon de voir? Je crois que la situation que vous décrivez, c'est une situation qui prend son origine dans cette construction de la figure de l'Algérien, précisément. C'est-à-dire que, aussi bien ceux qui gouvernent que ceux qui sont gouvernés, personne n'est indemne de cette histoire. On l'a subi tous de la même manière. Mais je crois que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est encore une fois de répondre aux vœux de la population des Algériens, aux vœux des Algériens. Et j'ai l'impression, je crois savoir, que le premier des vœux des Algériens, c'est un vœu de considération. Vous avez raison de parler de cette histoire de guichets qui sont maintenus à un niveau bas pour... Voilà. Les Algériens souffrent de dévalorisation. La première des souffrances, elle est là-dedans. Et il faut absolument en finir avec ça. Si nous voulons repartir du bon pied, il faut en finir avec ça pour parfaire l'indépendance. Pour l'instant, nous ne sommes pas indépendants. Parce que nous sommes colonisés dans nos mémoires, dans nos esprits, dans notre pratique au quotidien. Nous nous faisons du mal les uns aux autres. C'est la réalité d'aujourd'hui. Il faut en finir avec cette réalité-là. Et ça, c'est un problème social, c'est un problème immense. Je ne sais pas très bien comment on peut le régler. Il y a une illustration incroyable de cette chose, de ce phénomène. C'est que moi, je ne connais aucun pays au monde où on peut avoir 200 000 morts, d'accord, pendant une parenthèse sanglante qui a duré 10 ans, et puis un jour, on décrète que la parenthèse est fermée et tout redevient comme avant. Mais en fait, on se trompe parce que tout ne redevient pas comme avant. La montée de la violence actuelle en Algérie, elle doit beaucoup aussi au silence imposé à cet épisode. Parce que les comptes n'ont pas été soldés. Exactement. Et puis, il faut une catharsis. Il faut que les gens s'expriment. Les gens ont souffert terriblement pendant cette période. C'est une période atroce, abominable. Et on leur dit, circulez, il n'y a plus rien à voir.
Ça, c'est pas possible. Saïd Akinin, nous ne sommes pas encore indépendants, vient de nous dire Brahim Youssi. Pardon, Brahim Senoussi. J'ai tellement Brahim Youssi ici avec moi. Jamel-Din, vous avez fini votre introduction avec un mot qui sonne comme un cri strident, qui a créé en moi une grande charge sismique. Haraga. 3 fois Haraga. Et si peut-être on était indépendant, y aurait-il des Haraga? Y aurait-il autant de tragédies que vit actuellement le pays, dont une qui vient d'être citée, et c'est une plaie béante. Vous-même, vous avez mis le mot qu'il faut sur une grande plaie. Ces jeunes qui avaient l'âge de Zabana, vous avez vu la grandeur de l'âme? Nous ne valons rien. Nous sommes insignifiants devant la noblesse de ces hommes. L'amour de la patrie, l'amour de la transcendance, il n'y a pas au-dessus. Qui aurait aujourd'hui le courage d'accepter volontairement le sacrifice suprême et surtout de ceux qui ont détourné le fleuve et qui profitent aujourd'hui de cette confiscation de cette indépendance? Et si les chouhada revenaient un instant? Et s'ils nous interrogeaient? Et s'ils interrogeaient la réalité de la population? Et s'ils interrogeaient la réalité de cette histoire, justement? Cette histoire qu'on a confisquée, qu'on n'a pas enseignée. C'est de là où vient le syndrome du colonisé. Parce que, comme l'appelle d'ailleurs Achille Mbembe, syndrome du colonisé parce qu'on a tué la vraie histoire. On l'avait mise dans une... Regardez, il y a une image symbolique de 2 dépouilles qui ont été enfouies à Alger par l'ancien président. Rien que pour Améroche et Silhouas. Mis en prison après leur mort. Exactement. Quand on à la gendarmerie, au siège de la gendarmerie nationale. Il ne voulait pas emprisonner les corps, il voulait emprisonner l'histoire. Et c'est de là où viennent toutes les dérives de l'été 62, au crime fondateur de 58, à tous les crimes, crimes économiques, crimes politiques, crimes culturels, crimes cultuels. Vous savez, quand il y avait pendant la guerre de libération nationale, on appelait comment les Algériens qui luttaient pour donner un avenir meilleur, pour se débarrasser de cette nuit coloniale, pour se défaire de ce joug qui pesait et qui pesait lent. On les appelait les fellagas, les étrieurs. Parce qu'à l'époque, c'est simplement... Les étripeurs. Les étripeurs. Il n'y avait pas le mot terrorisme qu'on utilise. Terrorisme, en français, il y avait. Mais en arabe, on ne disait pas Irak. On ne disait pas... Parenthèse, terroriste, ça aurait été encore trop bon pour nous. Oui, exactement. Fellaga, c'était moins que terroriste. Beaucoup. C'est vrai. C'est plus barbare. Absolument. Est-ce que ceux qui ont perdu leur vie, qui ont fait le sacrifice suprême, l'ont fait pour que l'Algérie soit heureuse, prospère, pour que le drapeau soit une fierté, parce que moi, ce drapeau me donne la chair de poule. Ce genre de récits me font pleurer. Ouais. Et le témoignage du commandant Azdin me font porter une responsabilité en toute humilité. Et nous allons demander au commandant Azdin, nous allons lui répéter ce que vous venez de dire. En toute humilité, ça me fait porter une responsabilité énorme, en toute humilité. Parce que eux, ils sont énormes, énormissimes. Et nous, il suffit qu'un brandisse un écrit, il se croit qu'il est héros. Il se croit. L'héros, c'est le peuple qui a libéré ce pays. Et aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons cette responsabilité de ne pas accepter cette construction de l'amnésie qui fait partie justement du détournement du fleuve.
Commandant Asdin, Saïd Aknin vient de dire quelque chose de terrible, terrible. Il a dit si les chouhada revenaient. Commandant Asdin, et si les chouhada, ceux-là même dont certains ont été enterrés par vous-même avec vos propres mains, vous me l'avez dit au téléphone, s'ils revenaient demain, qu'est-ce qu'ils penseraient? Qu'est-ce qu'ils diraient? Je vais vous dire une chose. Je viens d'entendre Akli, il est merveilleux cet homme. Au maquis, il nous arrivait de nous réunir, nous les combattants, et on discutait de l'avenir. On discutait de l'Algérie de demain. On voyait l'Algérie Hadia comme un immense jardin vert où le Hogram et où la justice régnera, où la torture et la violence seront bannies à jamais, puisque nous les avons dénoncés sur tous les toits du monde. Arrêtez de torturer. Au colonialisme, on le disait. Enfin, et aujourd'hui, Amo, c'est le règne de ces gens-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut choisir, il faut chercher dans la mémoire. Ils ne veulent pas de l'écriture de l'histoire. Ils veulent l'écrire avec une gomme. Jusqu'à ce jour, Ya Abdallah, le 5 juillet, c'est le deuil ici en Algérie. Il fait rire binetهم. Sauf à Moulaziz, 1962, le pouvoir a banni toute une équipe, a détruit toute une équipe. Surtout aujourd'hui, le mondial Hada, on chauffe les équipes qui gagnent et qu'ils ont un coach. Mais ils le gardent. Mais quand ils ont un coach, ils le changent. L'Algérie a remporté la victoire contre le colonialisme. L'Algérie a atteint son objectif politique, qui est l'indépendance. L'Algérie a négocié à Évian avec des cadres algériens merveilleux. Allah yarhamhum. Ils ont remporté la décision et les accords que nous connaissons aujourd'hui. Répondez la question à dire que je vais vous poser. 1962. Victoire totale du peuple algérien. L'intégrité du territoire, l'unité du peuple, grâce à négociateurs, l'Aïden et le peuple algérien. Dites-moi, quels crimes ont commis nos négociateurs et à leur tête Ben Khedda, Farhat Abbas, Odahleb, etc., etc., pour qu'ils soient changés, pour qu'ils soient bannis, pour qu'ils soient dénoncés comme traîtres. Et on continue à la vieille. Boumediene s'est penché sur les déserteurs de l'armée française. Il les a protégés pendant la guerre et les protéger ont protégé leurs protecteurs à l'indépendance. L'ALN a été éliminé. Le Front de Libération Nationale règne jusqu'à ce jour. Merci. Restez avec nous, commandant Asdin Sadr Sellem. C'est à vous de répondre au commandant Asdin. L'historien, mais en même temps l'intellectuel. Commandant Asdin, je l'ai écouté pendant 5h30 chez lui. Il a eu la bonté de me recevoir alors qu'il ne me connaissait pas. Oui.
J'ai été le voir parce qu'il est omniprésent dans les documents de l'armée française. Il était le compagnon de je permets de vous interrompre, mais il y a un petit problème dans le micro. Je reviens à vous dans un petit moment, le temps que la régie règle le problème. Brahim Senoussi, moi, la question que j'aimerais poser, parce que je crois qu'il est trop facile de désigner du doigt le seul régime, les seuls... Moi, je me rappelle d'un temps, j'étais jeune, temps de Boumediene, il était interdit, c'était un consensus, il n'y avait pas une loi, il était interdit de prononcer le nom de Karim Belkacem, Aït Ahmed, de Boudhiaf, Ben Ramadan, personne ne les prononçait. Les prononçait. Et à ce moment-là, ils étaient tous traités de traîtres. Traîtres par le pouvoir. Et pas un seul d'entre nous ne s'est élevé contre cette injustice à ce moment-là. Est-ce que nous pouvons ne désigner du doigt que le seul régime? Non, vous avez parfaitement raison. La culpabilité est beaucoup plus large. Et elle est portée, je pense, par l'ensemble de la société. Après la libération, après l'indépendance. Alors, il faut faire la part des choses. Il faut voir ce qu'a vécu ce peuple pendant 132 ans. C'était 132 ans d'enfer. On a vécu l'enfer sur Terre en Algérie pendant 132 ans. Et à l'arrivée, quand on a l'indépendance, on croit avoir l'indépendance, et puis là, les problèmes surgissent de nouveau. Le peuple, il a eu d'ailleurs une réaction à ce moment-là, quand on a commencé à avoir la guerre des Wilayas. Il a trouvé la force, le dernier ressort, pour sortir dans la rue et dire « c'est Barakat ». Et ils ont arrêté la guerre des Wilayas. Mais après, le ressort était cassé. Mais on dit que c'est Sébastien Barakat, ça aurait été commandité. Tout à l'heure, le commandant Azdin va peut-être nous en parler. Peut-être. Oui. Ça aurait été commandité par l'armée des frontières, c'est ce qu'on dit. Ouais. Le commandant Azdin, il a prononcé, je ne sais pas si c'était toi ou le commandant Azdin, le mot de mémoire, oui, qui est un mot très important. Nous sommes en train de nous défaire de notre mémoire. Si on n'y prend pas garde, dans 20 ans, il ne se sera rien passé en Algérie. L'Algérie sera une page blanche. Demandez aux jeunes Algériens s'ils connaissent le nom des gens que vous citez. Oui. D'accord? Abbar Ramadan, etc. Ils le connaissent absolument pas. Oui. C'est un nom de rue, à la rigueur. C'est tout. Absolument. Encore. Parce qu'on retient plus le nom français de la rue que le nom de l'Algérien qui la porte. Et ça, c'est un danger énorme. Il faut absolument retrouver le fil de la mémoire. Et on sait que Mais les usurpateurs, oui, ils ont toujours intérêt à faire oublier la vraie histoire pour en construire une qui soit fausse et qui soit à leur mesure. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Bouteflika, dont tout le monde sait qu'il n'a pas mis les pieds en Algérie jusqu'en 1962. Jamais il n'a mis les pieds. Aujourd'hui, on dit le Moujahid al-Akbar, le grand Moujahid. Et tout le monde le dit, tout le monde le répète. On dit, il y a un proverbe qui dit... Je n'ai qu'un exemple. Hein. Oui, ce qui est gros, ce qui est énorme, est insignifiant. Donc, ce n'est pas la peine de s'arrêter à ce genre de détails, à mon avis. En revanche, ce qu'il faudrait faire, c'est une action envers les Algériens, envers la jeunesse en particulier, les écoliers, les lycéens, les collégiens, pour qu'ils récupèrent leur histoire. Pour leur apprendre la lettre de Zabana. Pour qu'ils apprennent la lettre de Zabana. Qu'ils apprennent, moi, quand je vais en Algérie, j'ai l'habitude d'aller me recueillir en pèlerinage à la grotte des Oulad Riyah, là où il y a eu la deuxième enfumade faite par Pélissier. Personne ne connaît. Pourtant, il y a quelqu'un qui s'est évertué à faire en sorte qu'elle soit connue, c'est Aziz Mouat, peut-être que nous l'entendrons tout à l'heure. Il devait être des nôtres, on n'a pas pu le joindre. Dommage. Il sera avec nous peut-être demain, Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Et il faut faire en sorte que les jeunes collégiens, les jeunes lycéens fassent comme les gens de tous les pays civilisés, les pays développés, qu'ils aillent visiter les lieux de mémoire. Il faut leur donner ça. Absolument. Allez visiter les gorges de Kharrata, allez visiter les Guelmar, allez visiter Skikda. Il y a eu des dizaines de milliers de morts dans ces endroits-là. D'accord? Et moi, j'ai envoyé un petit mot comme ça à la ministre de l'Éducation nationale, Mme Belghabret, pour lui suggérer l'idée de lancer une initiative pour ce genre de choses, c'est-à-dire organiser des voyages d'études pour des enfants, pour leur apprendre leur histoire, pour leur apprendre leur pays. Ils ne le savent pas, ils ne le connaissent absolument pas.
mais pas du tout. Sadr Sillem, je vous laisse reprendre, pas poursuivre, parce qu'on ne vous entendait pas. Ah, oui. Alors, l'érosion de la mémoire ne sera jamais totale, puisque quelqu'un comme le commandant Azdin, qui n'a pas dépassé l'école primaire, nous a écrit 2 livres, qui sont vraiment reconnus comme livres de référence par les historiens positivistes. Et moi, quand je l'ai vu à Zeralda, il m'a reçu il y a quelques années, je lui ai dit, il manque un 3e livre, c'est son passage à l'état-major. Et le commandant Azdin, quand on dit d'où vient Rakba ou Jahadi ou la Maïla, ça a commencé quand on a substitué au combat pour un idéal la lutte pour les places, pour le pouvoir. Et ça a commencé très tôt. Et l'état-major a fait de la surenchère vraiment insupportable. Azdin n'a jamais été mêlé aux intrigues qu'inspirait Boumedienne à Qaïd Ahmed et à Menjli, qui étaient vraiment... Et Boumedienne, paraît-il, il fermait les yeux au CNRA et il actionnait Menjli et Qaïd Ahmed, qui, des fois, il dépassait les limites de la politesse, interruption de séance. Or, Azdin, il était dans l'état-major, il n'a jamais participé. Moi, j'ai lu la déclaration véhémente de Azdin quand il est arrivé avec Omar Oustir du maquis. Ils ont été au CNRA de 59, à Tripoli, où ils ont vraiment vilipendé. Vous avez abandonné nos frères des wilayas enclavés, la 3 et la 4, qui n'avaient plus de convoi d'armement, qui étaient des héros de la politique des Katibas, dont les Français reconnaissent la victoire. Et le mérite de Azdin, c'est qu'il était à l'écart des intrigues de l'état-major, qui est devenu un État dans l'État. Ben Tombal a dit une fois, quand il y a eu des débats à la télévision algérienne, Boussouf et moi, nous avons créé l'état-major, et ils ont arraché l'accord de Krim. Krim était contre la promotion de Boumedienne. Et on s'est occupé des négociations, de la politique. Et puis après, quand on a regardé, on a trouvé un État dans l'État contre lequel nous ne pouvions rien du tout. Or, le premier putsch de Boumedienne, c'est quand Ben Khadda, juste après son arrivée à la tête du GPRA, il a écrit à toutes les wilayas. Les wilayas dépendent désormais de la présidence du Conseil. Et il voulait revenir au COM de 58. Il a même désigné le commandant Moussa à la tête du COM Ouest. Or, qu'a fait Boumedienne et le groupe d'Oujda, ils ont arrêté le commandant Moussa, qui n'a jamais pardonné à Ben Khadda. Ça, c'est le premier putsch qui n'est pas répertorié par les historiens. Après, ça a été celui de 62. Et l'état-major était pour la prise du pouvoir. L'état-major, c'est Boumedienne. Boumedienne avec des adjoints. Principalement. Dans Azdin. Or, on a encore un autre épisode de comme on dit en arabe, des types de l'état-major. C'est le CNRA extraordinaire de février 62, où on a soumis le projet d'accord d'Évian au CNRA. L'état-major faisait de la surenchère en disant vous avez bradé l'Algérie, etc. Azdin n'était pas mêlé à ça. Alors on a un discours, il a parlé de Dahlab, il a fait un discours remarquable. Il a dit c'est De Gaulle qui, depuis son arrivée au pouvoir, nous relance pour négocier. Donc c'est l'ennemi qui a reconnu qu'il ne peut pas remporter une victoire contre notre ALN. Inversement, notre ALN a cru jusqu'en 59 à un Dien Bien Phu dans les Djebel comme celui des rizières. Or, nous savons depuis le plan Chal que l'ALN ne peut pas infliger de Dien Bien Phu à l'armée française, mais elle reste imbattable. Donc nous sommes à égalité. Or, Boumedienne, il actionnait Qaïd Ahmed ils ont essayé de s'opposer au vote qui a permis à Dahleb de revenir à Rousse et puis à Évian 2 pour mais c'est dire que c'est des clics. Ils étaient dans une logique de prise du pouvoir de la manière la plus cynique. Avant même l'indépendance. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Boumedienne, qui a réussi à être un homme d'État, mais il faisait preuve d'un cynisme absolu quand il s'agit de la course pour le pouvoir. Et finalement, il a obtenu tout ce qu'il voulait. Mais nous reviendrons sur ça. Non, ce qu'a dit Snoussi est tout à fait vrai. La grande différence entre cette époque-là et l'époque de guerre, c'est que le peuple intervenait
pour faire sortir de l'immobilisme, par exemple, le 11 décembre 1960, qui était une année néfaste des deux. De Gaulle, après l'échec de la négociation avec la Wilaya 4, a voulu démissionner. Parce qu'il a beaucoup misé là-dessus. Michel Debré, le 4 novembre 1960, quand De Gaulle a parlé de République algérienne, il a présenté sa démission. Et du côté algérien, Ben Khadda a avoué, il a dit, nous avions le complexe des républicains espagnols. Nous étions sûrs de ne plus rentrer. Nous avons cherché à devenir propriétaires à l'extérieur. Et puis, brutalement, le peuple intervient. Les gens de Bellecour, de la Casbah qui ont manifesté. C'était quelque chose... Barakat. Non, c'était déjà en 60. C'est ce qui a amené De Gaulle... 60. Décembre 60. De Gaulle a dit, après ces manifs, il a dit, je ne mettrai plus les pieds en Algérie, il faut négocier. Décembre. Il a dit le 11 décembre 1960. Voilà. Ensuite, l'intervention... Asdine a sans doute des informations que nous n'avons pas, mais si le peuple est sorti, même si c'est manipulé, c'est qu'il exprimait le fond de ce qu'il pensait. Je vais prendre la liberté. C'est tellement intéressant. Et comme nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, je vais prendre la liberté. Je me permets de vous inviter encore demain. On ramènera Aziz Mouatz avec nous, commandant Asdine, et vous trois. Si vous êtes d'accord, on refait l'émission demain, dans la mesure du possible. Saïd Aknin, puis le commandant Zarari. À écouter M. Snoussi et mon ami Sadar, on comprend. Je me permets une petite remarque. D'habitude, Saïd, vous êtes très enflammé, passionné. Aujourd'hui, vous êtes comme abattu, fatigué. Grave. Vous êtes grave aujourd'hui. Je vis l'état du pays. Oui. Mais je vous Il y a laisse des poursuivre. moments où j'eusse aimé être dans une situation d'euphorie où on serait en train de festoyer cette date. Et vous avez vu ce qu'a dit Asdine? Ils le fêtent entre eux. 5 juillet, le peuple n'est pas concerné. Mais bien sûr, Djemaldine, le peuple aujourd'hui auquel on a borné la vie dans un domaine fermé, de la hagra à la haraga. Hagra économique. Aujourd'hui, qui détient les leviers de l'économie nationale? 500 000 jeunes sortent chaque année des circuits d'insertion sociale. 7 millions d'universitaires n'ont pas d'emploi. Plus de 35% de jeunes sont au chômage. Hagra culturel. On ne permet pas aujourd'hui l'expression spontanée, naturelle et l'aider culturelle. Hagra politique. Aujourd'hui, il suffit... à qui on permet aujourd'hui de se réunir, de fonder un parti, de prétendre à des élections pour pouvoir gagner sans pour autant qu'elles soient entachées, parce qu'on a combattu des élections à la naïjlienne. Comme quoi, ceux qui ont fait la continuité historique du colonisateur, qui a justement construit le syndrome du colonisé, ira jusqu'à, bien sûr qu'il y a des digues, mais la digue, elle n'est pas simplement intellectuelle. La digue, elle n'est pas portée par le peuple, la mémoire dont vous me parlez tout à l'heure. Il y a la mémoire familiale, la mémoire collective, la mémoire nationale. Aujourd'hui, ils sont jusqu'à la lettre de Zabana. On doit la réciter comme on pourrait réciter n'importe quelle récitation. Je n'irai pas jusqu'à autre chose, sinon on va me dire que tu blasphèmes. Mais on doit la connaître. Oui. On doit l'apprendre. Les Français, Guy Moquet, la lettre de Guy Moquet, un résistant français qui a été condamné par les Allemands, qui a été fusillé, avait laissé une lettre à ses parents. On doit l'apprendre. Elle fait partie du programme scolaire. Je lance un appel à travers cette tribune à la ministre de l'Éducation. Faites-en en sorte, Madame la ministre, qui se présente aussi patriotique que les jeunes, les enfants. Nous, moi, je n'ai jamais eu l'honneur de la lire à l'école.
mais je la lis assez souvent. La deuxième borne, c'est la haraga. Imaginons un instant une mère qui pleure la destinée inconnue de son enfant. Imaginons un instant une mère, un village, une commune, une wilaya, un pays qui pleure un enfant qui est tellement mangé par les requins de ce pays qu'il s'est jeté au-dedans de la mer. Imaginons un instant une mère, un père, des frères qui, par désespoir, ont vu leur enfant emprunter une embarcation de fortune pour fuir justement ce deuil dans un jour de joie. Imaginons un instant une mère, une communauté, tous ensemble, en train de pleurer justement cet enfant, ce bébé, que nos valeureux shuhada nous ont restitué, qui est en train de chavirer, qui est en train de se perdre. Voici le résultat auquel ils ont borné le peuple. Mais dans tout ça, j'ai l'habitude de le dire, l'espoir est comme une herbe, elle pousse même entre les tombes. À partir du moment où il y a des hommes... L'espoir est comme... Et comme une herbe, elle pousse même entre les tombes. Brahim Snoussi et le commandant Zarrari. Ce que dit notre ami Saïd est terrible, mais il y a encore plus terrible que ce que tu racontes. J'ai été invité un jour chez une parente, et puis il y avait une femme de ménage qui s'activait dans la cuisine, etc. Elle faisait le ménage. Et puis à un moment, elle est venue avec nous, manger avec nous le dessert, je ne sais pas. Et puis on a engagé la conversation, et elle nous a raconté qu'elle travaillait dans 4 maisons différentes. Donc elle faisait le ménage dans 4 maisons, tous les jours. J'ai dit, mais pourquoi? Mais c'est trop, c'est pas possible. Elle a dit, parce que je suis en train de réunir la somme que me demande mon fils pour qu'il puisse yarg. Là, on est au bout de l'horreur. C'est-à-dire une mère qui travaille pour que son enfant puisse la quitter. Puisse s'arracher à sa terre. Et la quitter dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Et comment il va se jeter dans la mer. Se jeter dans la mer. C'est-à-dire qu'on arrive à un degré d'absence de sens. C'est incroyable. Incroyable. Puis le commandant. Le bilan est sombre, si vous voulez. 62, ça a été un aboutissement qu'il faut comparer avec la proclamation du 1er novembre, qui se fixait un objectif très simple, un État souverain, républicain, démocratique et social. En 62, on a eu un État souverain. La démocratie, on l'attend. Alors le social, avec les oligarques là, qui font la loi, c'est reporté au calendrier. Mais un État ne renaît pas, il renaît toujours dans la douleur. Il y a la systole et la diastole, comme disent les médecins. On a atteint le fond maintenant. Maintenant, il faut explorer les possibilités de renaissance. Et ce sera le sujet de demain. Demain, nous allons parler de ce qu'il faudra faire. Oui, mais moi, j'annonce la couleur dès maintenant. L'ALN, la période de la guerre de libération, et toute proportion gardée pour l'histoire politique de l'Algérienne, l'équivalent du salaf salah, comme on dit dans l'histoire de l'islam, qui n'a rien à voir avec le salafisme actuel. Oui, évidemment. Salaf, c'est à chaque fois que ça va mal, on s'inspire des gens qui ont connu la période prophétique pour renaître. Eh bien, l'idéal des héros, moi j'ai lu les textes sur Asdin et l'Akhdar, c'est l'Akhdar al-Mukhrani, qui était son chef. Oui. Ou Ali Khoja. C'est des gens qui n'avaient rien du tout. Lacoste les considérait comme des vins du pied. Mais ils infligeaient des désastres à l'armée française. Et finalement, ils ont fini par reconnaître leurs valeurs. Et je me permets de vous interrompre. Il faut renouer avec l'esprit. Et Asdin, il est le lien entre les générations. Il a un grand mérite, c'est d'avoir écrit. Il intervient à chaque fois qu'on l'invite. Et moi, je lui souhaite une longue vie. Et je lui souhaite de continuer à être utile pour les jeunes qui sont disposés à des sacrifices, pourvu qu'on les mette sur les rails et qu'on leur enseigne cette histoire héroïque. Commandant Asdin, le mot de la fin vous revient. Il nous reste environ 2 minutes. J'aimerais que vous nous confirmiez, avant le mot de la fin,
que vous serez des nôtres demain aussi. Je serai avec plaisir. Merci. Et il y a, tout à l'heure, vous avez abordé le Sab'a Snin Barakat. Oui. Juste 2 minutes, Bark. Oui. La zone autonome d'Alger a cessé d'exister le 27 juillet 1962. Je répète, le 27 juillet 1962. La Wilaya 4, auquel j'appartenais, a envahi Alger pour des raisons que vous devez certainement deviner. C'est là où il y a tout. Et l'état-major et Ben Bella ont envoyé Yassif Saadi pour combattre la Wilaya 4, la zone autonome. Donc le sang qui a coulé, le Sab'a Snin Barakat, dans quelle colonne faut-il mettre? Ou là, dans la colonne des pertes et profits, ou là, je ne sais pas. Et le sang qui a coulé entre la Wilaya 4 et l'état-major, جيت بيسكرا ولا ما نعرف بوسعادة وهكذاك, il faudrait aussi en parler un jour. Le sang a coulé et on n'en parle plus. Commandant Azdine, je vous remercie. Je vous dis donc à demain. Inch'Allah, bark ma يقطعولكش تليفون ونعرفهم من هذوك الخرايب تاعهم. C'est possible. Il faut s'y attendre, mais il faut trouver un autre téléphone. تعطيهولنا بيناتنا باش comme ça ils vont pas connaître. Ils sont capables de tout. قال له انت عليك ترقاق الكسره وانا عليها ما كلتها مرتين. صادق, vous serez des nôtres demain. C'est Ibrahim. Pour des raisons que je te dirai tout à l'heure. Oui. Par téléphone, ça serait fort probable, mais très bien, nous sur en parlerons plateau, après. Sur le plateau. Le téléphone n'est pas menacé. Ici, il n'est pas menacé. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci infiniment, commandant Azdine. Merci, Brahim Snoussi. Merci, Sadr Sillam. Merci, Saïd Aknin. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et merci beaucoup à l'équipe technique qui est vraiment formidable et que je remercie beaucoup. Qawala khair b'slama.